Un jour, je vais à l'hôpital, je cherche ma mère, elle n'y est plus. Je demande où elle est. Ils me disent, les gendarmes l'ont emmenée sur un brancard. J'ai hurlé. J'ai perdu tout. J'avais 11 ans et demi. J'avais plus de père, plus rien. Je suis arrivé à Paris et j'avais 6-7 ans. À la suite d'un pogrom. Pour moi, la guerre a commencé en 1936. En 1937, ils ont massacré les Juifs là-bas. Ils les brûlaient à coups de fourche, à coups de pioche. Alors mes parents se sont sauvés, ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés en France sans papier, c'est-à-dire étrangers, sans droit de travail. Alors ils travaillaient la nuit pour ne pas être pris par les inspecteurs. Le travail de nuit est payé double. Lui était payé moitié. La guerre est arrivée. Il a été engagé dans l'armée polonaise en France. Il a été démobilisé. Convoqué par le commissariat, je ne l'ai plus jamais revu. Ma mère est restée avec moi et ma sœur. Elle est tombée malade. Alors elle est rentrée à l'hôpital Rothschild. Et moi, j'allais à l'école professionnelle, l'école de tôlerie. Un jour, je vais à l'hôpital, je cherche ma mère, elle n'y est plus. Je demande où elle est. Ils me disent, les gendarmes l'ont emmenée sur un brancard. J'ai hurlé. J'ai perdu tout. J'avais 11 ans et demi. J'avais plus de père, plus rien. Ma sœur était chez ma tante, qui habitait un petit 2 pièces. Ma tante avait 2 enfants et un mari, plus ma sœur. Il n'y avait pas de place pour moi. Alors ils m'ont placé dans une ferme. Le fermier était prisonnier des Allemands. Alors la fermière avait un ouvrier agricole qui le remplaçait. Il remplaçait le patron dans le lit et dans le travail. Seulement, c'était un ouvrier qui se prenait pour un patron. Et moi, il me prenait pour un ouvrier. Ils m'ont fait souffrir un peu. Je me suis sauvé. Je suis revenu à Paris, on m'a placé dans un orphelinat d'école de travail, dirigé par l'ORT, O-R-T, école professionnelle des Juifs, tenue par des Juifs. Un véritable camp de concentration. Rien à manger. Froid. C'était atroce. J'ai attrapé la gale, là-bas. La gale du pain. Et de temps en temps, les flics, ils venaient, quand ils n'avaient pas réussi à remplir leur quota de Juifs, ils venaient ramasser quelques enfants pour compléter leur quota. Un matin, ils nous disent, levez-vous, les camions en bas vous attendent, habillez-vous et descendez. J'avais compris ce que c'était. J'avais 11 ans et demi. Au lieu de descendre, je suis monté. Je suis monté au dernier étage. Je me suis sauvé par un vasistas. C'était en février 42. Je me rappelle toute ma vie. Froid, glacial, pluvieux, affamé, apeuré. De toit en toit, je suis redescendu dans la rue. Je me suis sauvé. Ça a été ma chance. Tous ceux qui ont été ramassés,
Personne n'est revenu. Et j'ai été traîné du côté des Halles pour voir s'il y a quelque chose à bouffer. J'ai fait les poubelles, les fruits pourris, les légumes qui jetaient. Je suis resté 2-3 jours comme ça à vivre là-bas, sur les déchets. Et puis j'ai connu un camionneur qui m'a demandé ce que je foutais là. Alors je lui ai dit, j'ai perdu mon père et ma mère, je ne sais plus où aller. Alors il m'a pris dans le camion, il m'a emmené en Normandie. Et il m'a placé dans une ferme, comme journalier. J'avais 12 ans, 13 ans. Et j'ai commencé à travailler dans la ferme, traire les vaches. Je dormais avec les vaches. J'avais le foin au-dessus de la tête. Tout ça pour l'assiette de soupe. Une vie dure. Ils m'exploitaient à fond. Ils avaient un autre jeune qu'ils avaient embauché, puisqu'il n'y avait plus d'hommes pour travailler. Ils étaient tous prisonniers. Et j'ai parlé avec ce jeune, je lui ai demandé combien tu gagnes. Il m'a dit 300 francs par mois. Ah, je vous dis, les salauds. Moi, ils me donnent 100 francs par mois. Bon, je rentre le soir. La fermière m'appelle et me dit, tu sais, j'étais derrière la haie. J'ai entendu ce que vous avez dit, toi et l'apprenti. Si t'es pas content ici, tu peux t'en aller. J'avais plus le choix. Si je restais, je perdais toute estime de moi-même. Je devenais une merde. J'y étais déjà, mais je le devenais officiellement. Alors j'ai pris mes frusques, je suis parti. C'était en 43. Et j'ai traîné dans les rues. Je savais plus où aller. Un jour ou deux, j'ai pu acheter du pain, et puis après, j'avais plus à bouffer. Alors j'ai frappé à une porte, je me suis proposé comme journalier. Ils m'ont embauché. Je gagnais 300 francs par mois. Le débarquement est arrivé. Les bombardements. On a été occupé par une escouade d'ASS. Ils parlaient entre eux. Moi, je comprenais, je parlais yiddish. Je comprenais, mais ils se sont aperçus que je comprenais. Ils m'ont demandé où est-ce que j'ai appris. J'ai appris à l'école. Ça ne tient pas debout, puisqu'à l'école, là-bas, ils parlaient même pas français, ils parlaient le patois. Ça a passé. Alors, j'ai fait l'interprète entre les SS et les paysans. Les Anglais sont arrivés. Je passe sur les péripéties, mais ils parlent anglais. Et moi, je parle français, yiddish, et puis les paysans, ils parlent français, et les Anglais, ils parlent anglais. J'ai vu un soldat anglais qui avait l'étoile de David. Eretz Yiddish, Avad. Alors, je fais l'interprète entre les Anglais et les Français, avec mon Yiddish. Il m'a demandé qu'est-ce que je foutais là. Il s'est arrangé pour qu'il y ait une estafette qui me prenne sur sa moto et qui m'emmène à Paris. Je débarque à Paris. Il n'y a plus rien. Tout est dévasté. Il n'y a plus de maison. Je rentre à la maison, la porte était ouverte, il n'y avait plus de buffet, il n'y avait plus rien, plus de parents, pas d'argent, pas de papier, pas de métier. La belle vie, quoi. J'ai rencontré un garçon avec qui je partageais les Porsches. On dormait au Louvre. On avait trouvé une porte de côté, on montait dans les greniers et on dormait là-haut. Et un jour, il reçoit un papier, lui, des affidavits, la famille qu'il récupère en Amérique. Alors on a imaginé une chose, j'ai dit bon, je vais t'accompagner jusque sur le bateau et je vais me cacher sur le bateau. On a été à Bordeaux. Je suis monté avec lui sur le bateau, en lui portant la valise. Et je me suis caché sur le bateau. Je suis resté 3 jours caché, le temps que le bateau sorte de l'estuaire. Sans boire, sans manger, sans aller au water, sans rien.
Au bout de 3 jours, j'en pouvais plus. Je suis sorti. On était en pleine mer. Ils m'ont mis dans la salle des machines, à graisser les machines. Mais au moins, j'avais à bouffer. Arrivé à New York, la police est venue, emmener mon auto au point à Ellis Island, là où tous les immigrés avant la guerre passaient. Je suis resté enfermé là-bas 3 mois. J'ai appris l'anglais. J'ai appris à jouer au poker. Finalement, les Juifs que j'avais connus sur le bateau, il y en a un qui m'a libéré. Il m'a emmené chez lui à Atlantic City. Il avait un hôtel-restaurant. Et c'était au mois de juin. La saison commençait. Alors il m'a mis avec la chambrière pour faire les chambres. Après, il m'a mis à la cuisine. Après, il m'a mis dans la salle d'à manger pour servir. Meltsar, serveur. Je baragouinais l'anglais. Quand la saison s'est finie, je pensais que je pourrais aller à l'école, puisqu'il fallait aller à l'école jusqu'à 18 ans, ou que j'irais faire un apprentissage quelconque. Un petit matin, un inspecteur, il vient, il me dit, prends ton paquet et viens avec moi. J'avais un compte en banque, j'ai pas pu aller le chercher. Il y avait 15 $ à l'époque. Ils y sont toujours. Ils m'ont ramené à Ellis Island. Ils m'ont réexpédié en France. J'arrive au Havre. Le commissariat, il veut m'envoyer en maison de correction. Et il demande à ma sœur si elle veut s'occuper de moi. Elle a dit oui. Alors, ils m'ont libéré entre ses mains. Mais elle venait de se marier. Elle n'avait pas un sou devant elle, son mari non plus. Ça a recommencé. Au bout de 6 mois, 1 an et demi, j'ai entendu qu'il y avait des problèmes en Israël. J'ai été voir la Sortnout. Je leur ai dit, écoutez, j'ai été avec l'armée anglaise en Normandie. J'ai combattu avec eux. Si vous voulez, je voudrais m'engager, faire la guerre. Ils m'ont reçu à bras ouverts, à la Sortnout. Ils m'ont expédié à Marseille, dans un camp d'entraînement. Et là, on nous a donné des bâtons pour nous apprendre à se défendre et à attaquer avec des bâtons. Finalement, au bout de 7-8 jours, ils nous disent, préparez-vous, demain vous partez. Je m'habille, on nous emmène à l'aéroport, je passe à l'aéroport, il me donne un passeport, il s'appelle Berger. La Sortnout m'a donné un faux passeport. Je passe à la douane, aux gendarmes. Comment vous appelez? Berger. Passez. Et on monte dans l'avion. 4-5 heures après, 6 heures après, on arrive à Atlit, dans le nord d'Israël. Et je rends mon passeport et on me met dans un camp d'entraînement. C'est Srifin. Nous font marcher au pas, des conneries comme ça. Ça a duré 4-5 jours. Et ils nous disent, préparez-vous, cette nuit on part. On est parti pour Jérusalem. On est rentré à Jérusalem, derrière Bourma. Derrière Bourma, c'est à travers les montagnes. C'était pas derrière, c'était dans les montagnes. Les camions se poussaient les uns les autres. Il fallait, pour monter les côtes, descendre du camion pour que le camion puisse monter la côte. Ensuite, il fallait descendre. Il y a des camions qui tombaient dans le ravin, et tous ceux qui étaient dedans étaient tués ou blessés. Il y avait des camions qui étaient en panne. Il y avait un bulldozer qui les poussait dans le ravin, qui les jetait pour que les autres puissent continuer à passer. Ça a duré une nuit complète. Au petit matin, on arrive à Abou Ghosh. On dort dans la rue. Le matin arrive, on remonte dans les camions, on arrive à Jérusalem. Là, ils nous donnent un fusil, 3 balles, et ils nous apprennent à tirer. Alors, j'ai tiré la première balle, le fusil m'a donné un coup de rappel dans l'épaule. Je savais pas. J'ai tiré la deuxième balle en faisant attention pour le coup de rappel. J'ai tiré la troisième balle, je savais tirer. Le soir même, on nous met dans le camion, attaque à la vieille ville. Et des combats, et des combats, et des combats. Des dizaines et dizaines de combats. Meurtriers, les uns plus que les autres. C'était une guerre avec des grenades à la main,
avec des bouteilles Molotov, avec des batailles au couteau face à face. Je n'ai pas besoin de raconter, je le raconte dans mon livre. Des batailles continuelles. Ça a été une année épouvantable. Finalement, je suis libéré. J'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas la langue, j'ai pas de métier. 48, ils m'ont donné quelques sous, alors j'ai été à Beersheva. Et j'ai commencé à travailler à Beersheva dans le bâtiment. Au bout de 3-4 jours, malgré tout ce que je travaillais, j'arrivais pas à me payer un repas au restaurant ouvrier. J'ai eu de la chance. Le poste de police à Beersheva était occupé par l'armée. Ils cherchaient un cuisinier pour Timna. Timna, c'est dans le fin fond du désert. Et moi, je me suis engagé comme cuisinier là-dedans. Je savais même pas faire cuire un œuf dur. Finalement, j'ai travaillé, je leur ai fait à manger, tant bien que mal. Arrive l'été, la chaleur devient intenable. Il y avait des moustiques. J'attrape la malaria. J'arrive plus à me lever. Une fièvre de cheval. Et ils m'ont emmené dans un hôpital, dans le Negev, un hôpital militaire. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait là-bas. Ils m'ont soigné. Au bout de 8-10 jours, ça allait mieux. Les 2 infirmiers viennent à côté de moi, ils me disent « Habille-toi ». Ils m'emmènent au portail, ils m'emmènent dehors, ils me disent « Voilà, t'es libéré ». Alors, j'ai fait du stop. Une voiture américaine est passée, elle m'a emmené. Elle m'a emmené jusqu'à Beersheva. Je suis revenu dans la maison où j'ai retrouvé et je suis tombé sur mon lit. J'avais travaillé, je crois, 6 mois comme cuisinier. La paye s'était accumulée à la banque. Ils avaient pris le Massartassa, ils avaient tout pris. Mais il restait encore beaucoup d'argent. J'ai vu que c'était pas pour moi ce pays. Je pouvais ni travailler, ni vivre, ni survivre. Il fallait que je rentre. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais à Jérusalem, je vais au consulat et je vais, monsieur le consul, je suis arrivé en Israël. Je me suis engagé dans l'armée, j'ai été démobilisé. Voilà mes papiers, je suis en règle, je voudrais revenir en France. Il me dit, vous êtes né en France? Je lui dis non. Alors il me dit, il faut que vous pour rentrer en France, il faut que vous soyez né en France. Vous êtes étranger, je ne peux pas vous donner de visa d'entrée. À moins que vous ayez un visa de sortie, alors là, je vous donnerai un visa d'entrée. J'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je sorte de là. Comment faire? Où est le point faible? Falsifier mes papiers, la sortenoute m'avait déjà montré qu'il fallait les falsifier. Il y avait des mahabérotes, des tas de limes qui venaient d'Afrique du Nord, qui étaient pauvres comme Job, qui vivaient dans la misère la plus noire. J'ai attrapé un petit jeune, je lui ai dit, écoute, écris à ta mairie, demande-leur un certificat de naissance, et quand tu le recevras, moi, tu me le donneras, je te l'achète. Ça a demandé 2-3 semaines. Il a reçu le certificat de naissance. Alors, je prends le certificat de naissance, j'efface son nom, je mets le mien. J'efface sa date de naissance, je mets la mienne. J'ai mis 3-4 jours pour le faire, avec une lame de rasoir, avec de la mie de pain, petit à petit, lentement, doucement. Il fallait que ce soit bien fait. Et je peux plus aller à Jérusalem, je peux plus aller à Tel Aviv, ils m'ont déjà vu. J'étais à Haïfa, au consulat de Haïfa. Alors je lui dis, voilà, monsieur le consul, je suis arrivé de France, j'ai été faire l'armée, je suis libéré, je voudrais revenir en France. Il me dit, est-ce que vous avez un certificat de naissance? Voilà, monsieur le consul. Il prend le certificat, il s'en va, 5 minutes après, il revient. Voilà le visa d'entrée. J'arrive à Paris, je vais à la préfecture, je leur dis, voilà, je suis parti de France, j'ai fait l'armée, j'ai été libéré, je suis revenu, donnez-moi les papiers d'identité. Ils m'ont donné un récépissé renouvelable, tous les 3 mois, étranger. Et on a recommencé le cinéma d'avant la guerre que mes parents ont vécu. Je suis resté 20 ans étranger. Après la guerre, les organisations de bienfaisance s'occupaient des rescapés. Les orphelins rescapés, ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Alors on les a oubliés.
Personne ne s'occupait de moi. Alors je suis resté en France. Je me suis battu comme un chien. J'ai travaillé. J'ai fondé une famille. J'ai eu 2 enfants. Au bout de 30 ans de mariage, 32 ans, j'ai divorcé. Je me suis dit, pourquoi pas retourner en Israël? Au moins, c'est chez moi. Et je suis là. Ici, sur cette photo, on vous voit avec Moshe Dayan. Vous êtes fier d'avoir combattu en 1948? Je suis fier d'avoir combattu parce que j'ai au moins fait quelque chose dans ma vie. J'ai fait ce que je crois que tout le monde devrait faire. Je n'attends rien de personne. Je n'ai jamais rien eu de personne. Mais j'ai ma conscience pour moi. C'est tout ce que j'ai d'ailleurs. Alors quand j'entends des Israéliens qui, par hasard, me disent que je parle mal hébreu, si eux, ils ont la chance de parler hébreu parce que c'est leur langue maternelle, c'est à cause de garçons comme moi, qui leur a permis de devenir que l'hébreu soit leur langue maternelle. Je ne suis pas le seul, il y en a eu des milliers comme moi. J'ai porté l'étoile, j'ai porté le fusil. J'ai tout porté. Le plus grand mal qui m'est arrivé, c'est d'avoir perdu mes parents. Je me suis aperçu que tous ceux que j'ai côtoyés dans ma vie, tous tant qu'ils sont, les conseils qu'ils me donnaient, c'était dans leur intérêt, pas dans le mien. Seul le père et la mère donnent des conseils à l'enfant dans l'intérêt de l'enfant. Seuls les parents. Et ça, je l'ai jamais eu. On ne peut pas parler quelle déchirure c'est d'hier à fait. Je ne parle pas de ceux qui sont tombés, c'est triste. Et ceux qui sont restés, c'est encore plus triste. Parce qu'ils ont leur douleur avec eux, qui ne peuvent pas s'en débarrasser. C'est indélébile. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.